Salam alaikum. Euh, donc, euh, Bienvenue dans ce cours de physique atomique. Donc, c'est quoi la physique atomique? C'est la partie de la physique qui étudie la structure des atomes, des molécules et des interactions rayonnement-matière. À vrai dire, il existe une branche de la physique atomique qui s'intéresse surtout à l'étude de la structure atomique, avec étude du noyau inclus, d'où la nomination physique atomique nucléaire. Physique atomique nucléaire, donc, abréviation c'est PAN. Physique atomique nucléaire. Et une deuxième partie qui s'intéresse plus particulièrement à la partie moléculaire, c'est-à-dire la physique atomique moléculaire, d'où l'abréviation PAM. Donc il y a une partie qui s'intéresse plutôt à la structure atomique, plus le noyau, et une deuxième partie qui s'intéresse plus particulièrement à l'atome et aux molécules. Dans notre cours, comme vous pourrez le constater, il est consacré à la physique atomique nucléaire. L'étude de cette partie de la physique n'est pas seulement faite selon les principes de la physique classique, mais en introduisant les concepts de la quantification de l'énergie et de la relativité restreinte. Donc, on va voir la structure de l'atome et les interactions rayonnement-matière d'un point de vue classique, mais aussi d'un point de vue quantique. Le domaine d'application de cette discipline concerne plusieurs domaines de la physique, tels que la spectroscopie par résonance magnétique, RMN ou RPE, la production des rayons X, les lasers et divers autres applications. Ce cours est réparti de la manière suivante. Donc le premier chapitre concerne l'interaction rayonnement-matière. En première partie, on passe en revue un historique des problèmes qui ont suscité l'intérêt porté à ce domaine. On portera un intérêt particulier au rayonnement du corps noir, l'effet photoélectrique, l'effet Compton et la dualité onde-corpuscule, ainsi que l'incertitude d'Heisenberg. En deuxième partie de ce cours, le problème de l'interprétation du spectre de l'atome d'hydrogène sera discuté plus particulièrement et à travers le modèle atomique classique en général sera remis en question. Cette partie concernera donc l'analyse spectroscopique de l'atome d'hydrogène, l'étude classique du modèle de l'atome, ceci dit le modèle planétaire. Par la suite, on passe en revue les différents modèles atomiques proposés dans les hypothèses de Bohr qui ont constitué un fondement de son célèbre modèle. Par la suite, on discute les résultats de ce modèle, ceci dit le modèle de Bohr. Ce modèle sera bien sûr généralisé aux atomes hydrogénoïdes, c'est-à-dire des atomes contenant une configuration électronique externe semblable à celle de l'atome d'hydrogène. C'est-à-dire c'est des atomes à un électron, ils portent un seul électron dans la couche externe. Ça peut être des atomes comme ça peut être, c'est surtout des ions. Et pour terminer cette partie, quelques corrections telles que celles effectuées par Sommerfeld et Wilson à ce modèle sera passé en revue. Bien sûr, ces corrections concernent surtout des effets relativistes.
En troisième partie de ce cours, on aura l'occasion de faire un tour au domaine des fondements théoriques de la spectroscopie, où l'on développera une des applications directes du principe d'incertitude d'Heisenberg. Donc, on expliquera et on donnera un aperçu sur la notation spectroscopique. Ensuite, on définit la durée de vie d'un niveau énergétique, et de même pour l'élargissement des raies. Parmi les références bien connues de ce cours et qui peuvent vous apporter un plus, je cite la physique atomique et le célèbre Sporsky. Bien sûr, le livre Physique atomique, il est bien connu sous le nom de son écrivain Cagnac. Vous avez aussi une autre lecture telle que The Physics of Atoms and Quanta. À la fin du XIXe siècle, la physique sous-entendait essentiellement la mécanique classique, l'électromagnétisme et la thermodynamique. Grâce au succès de ces disciplines dans l'interprétation de divers phénomènes naturels, on pensait que la physique était complètement achevée. Mais malheureusement, au tournant du XXe siècle, celle-ci a échoué à résoudre des phénomènes non seulement sur le plan quantitatif, mais aussi sur le plan qualitatif et conceptuel. Parmi ces grands problèmes, on cite le problème du courant noir, où le spectre représentant la variation de la densité spectrale en fonction de la fréquence ne pouvait être expliqué par la théorie classique. Donc, le célèbre spectre de matériaux chauffés, tels que par exemple le Soleil ou tout autre matériel, lorsqu'on prenait son spectre en fonction de la longueur d'onde ou de la température, ça nous donnait quelque chose, une allure qui ressemble à ça. D'accord? Donc, on a essayé pendant plusieurs années de trouver le support, si vous voulez, théorique de cette allure spectrale, mais vainement, c'est-à-dire que, si vous voulez, les bases de la théorie classique n'arrivaient pas à expliquer ce genre de spectre. D'où, par la suite, on va le voir, il y a tout un enchaînement de théories qui ont essayé d'expliquer cette allure-là, et finalement ça aboutit à la mécanique, ce qu'on appelle la mécanique quantique. Encore un autre phénomène, on cite par exemple l'effet photoélectrique, donc l'effet photoélectrique, où la décharge électrique d'un éclateur à étincelle était facilitée lorsque celui-ci est soumis à une lumière dont la fréquence est située dans l'ultraviolet. Donc, quand on dit dans l'ultraviolet, ça veut dire que vous avez deux boules, ce qu'on appelle les boules à éclateur. Voilà. Donc vous avez ça, deux boules qui sont deux boules métalliques sur lesquelles vous envoyez des UV. Lorsqu'on dit des UV, on sous-entend que c'est quelque chose qui est énergétique. Hein. On va voir quelle est cette condition importante, hein, d'avoir des UV, non pas la lumière visible. Donc lorsque vous envoyez une onde électromagnétique ultraviolette sur de telles boules, et bien vous allez avoir des étincelles entre les deux boules. Hein. Donc c'est comme si vous avez quelque part un passage d'une charge électrique. Autre phénomène, l'effet Compton. D'accord? Donc l'effet Compton, lors des contradictions découvertes sur les expériences de diffusion des rayons X par quelques matériaux, leur comparer par rapport aux résultats établis par J.J. Thomson, et bien les résultats étaient en contradiction. Enfin, vous avez la stabilité atomique et l'existence où l'existence de l'atome a été remise en question. D'accord?
et aussi surtout alors lors de l'explication de la spectroscopie de l'atome d'hydrogène, où l'on obtenait des spectres de raies reflétant un aspect discontinu des énergies associées à l'atome. Donc vous connaissez bien le spectre de raies, donc le spectre de raies de l'atome d'hydrogène. Donc vous avez bien sûr les raies, les spectres. Il existe plusieurs types de spectres. Il existe les spectres en émission. Quels sont les spectres en émission? Il existe des spectres en absorption, d'accord? Il existe des spectres de raies, comme il existe des spectres continus, ok? Donc, le spectre de l'atome d'hydrogène, il apparaît étant un spectre de raies. Il y en a des raies telles que, si vous connaissez bien, la H-alpha, d'accord? La H, le H-bêta et le H-gamma, et si vous voulez, le H-delta, d'accord? Donc, ces différentes raies reflètent quoi, finalement? Ben, H-alpha, hein, je vous le rappelle. Donc, normalement, c'est inclus dans le cours de chimie de première année, H-bêta, H-gamma et H-delta. Donc, en général, ce spectre-là, il est situé dans la partie visible, d'accord? Il est situé dans la partie visible du spectre électromagnétique, donc c'est quelque chose qu'on arrive à voir, d'accord? Les raies sont situées dans le visible. Donc, elle comporte 4 raies. Donc, si vous avez quelque chose qui est comme ça veut dire que quelque part, vous avez une quantification. Alors que la physique classique, elle nous dit quoi? Elle nous dit que l'énergie dans la nature, c'est un continuum, c'est pas un discontinuum. D'accord? Ce qui est en contradiction flagrante avec la physique classique. Bien sûr, on va voir ça par la suite. Donc l'ensemble de ces contradictions a fait que beaucoup de concepts de la physique classique ont été remis en question. Et certainement le plus important concept est celui du principe de la continuité de l'énergie. Bien sûr, guère pour ces phénomènes-là, tous ces phénomènes-là, c'est surtout le concept de la continuité d'énergie qui les met en défaut. D'accord? D'où le besoin, si vous voulez, d'apparition du concept de la quantification de l'énergie. Donc le premier problème qui a suscité un grand intérêt, c'était l'allure du spectre relative aux couleurs que laissent apparaître les différents matériaux lorsqu'ils sont portés à haute température. Effectivement, dans la nature, dans la vie courante, on remarque que lorsqu'on chauffe un solide, sa couleur passe graduellement en allant vers les grandes températures du rouge au jaune et ensuite au blanc bleuâtre, comme on peut le constater sur la figure 1. Donc vous voyez bien, vous chauffez, donc vous avez dû le remarquer déjà, lorsque vous chauffez نسخن يعني قطعة معدنية ماء ونرفعها إلى درجة حرارة معينة يتغير لونها من الأحمر تدريجيا نحو الأصفر وصولا إلى لون أبيض مزرق. دلالة, donc ce que signifie ça, c'est que en changeant, c'est-à-dire que la couleur, si vous voulez, c'est un indice de la température, d'accord? Ce qui signifie que la couleur observée est un indice réel de la température. Cette constatation nous a mené vers l'étude de la distribution spectrale d'un rayonnement électromagnétique, émis plus particulièrement dans ce genre d'expérience. Et justement, c'est exactement dans ce but-là, qu'a été imaginé le modèle du corps noir, et d'où l'intérêt porté à ce problème. D'accord? Donc finalement, c'est à cause de cette idée-là, c'est-à-dire cette remarque expérimentale, qu'on a essayé d'imaginer un modèle qui est plus ou moins idéal. Tout d'abord, c'était une expérience par la pensée, et ensuite, au fur et à mesure, on est passé à la pratique, c'est-à-dire au côté expérimental.
et on a essayé de réaliser ce modèle expérimentalement. Tout d'abord, quelle est la définition associée à ce modèle qu'est le corps noir? Qu'entendons-nous par cette nomination? Le corps noir est imaginé comme une cavité d'un matériau quelconque, résistant aux hautes températures bien sûr. On suggère qu'il soit ainsi, c'est-à-dire résistant aux hautes températures, pour éviter que celui-ci ne soit détruit en atteignant sa propre température de fusion. Bien sûr, si on prend des matériaux dont la température de fusion est basse, et puisque de telles expériences, on a besoin de parois qui résistent à des températures de plus de 5000 Kelvin jusqu'à 10 000 Kelvin, donc imaginez-vous, si on prend un matériau avec une température de fusion basse, eh bien, on va s'attendre à ce que cette enceinte ou ces parois vont être détruites. Sur les parois de celle-ci, on perce un tout petit trou, bien sûr petit par rapport aux dimensions des parois. L'intérêt de cette conception, qui tout au début, comme on l'a cité, s'agissait d'une expérience mentale que l'on a imaginée dans le but d'assumer une absorption maximale des spectres électromagnétiques en premier lieu. Donc bien sûr, tout ce modèle-là qu'on a imaginé, c'est, vous savez bien que la couleur noire, c'est quelque chose qui absorbe toutes les longueurs d'onde, d'accord? Et donc, on avait besoin de fournir, d'établir un modèle qui contenait, si vous voulez, un maximum de noir, donc un maximum de taux d'absorption. Donc, un observateur externe constate que le rayonnement incident sur ce trou est presque totalement absorbé lors de la pénétration à l'intérieur. Le rayonnement est consécutivement, partiellement réfléchi et partiellement absorbé, et ainsi de suite, jusqu'à absorption quasi totale du rayonnement. Et ce n'est qu'une très petite portion du rayonnement qui peut être réémise à travers ce trou, comme on peut le constater sur la figure 2. Donc vous avez là, vous avez le corps noir. Si une onde électromagnétique va rentrer à l'intérieur, d'accord, elle va être absorbée, et bien une partie va être absorbée, une partie va être, donc il ne va pas être absorbé totalement, il va être absorbé partiellement, et une deuxième partie va être réfléchie selon les lois que vous connaissez de l'optique, d'accord? Donc, et ainsi de suite, jusqu'à absorption quasi totale de l'onde, de l'énergie de l'onde électromagnétique, d'accord? Et ainsi de suite, et ce n'est qu'une petite partie qui peut être rémise, d'accord, à travers le même trou. Donc, comme remarque, il faut noter que lorsque la cavité est chauffée à une certaine température T, la radiation émise par le trou représente aussi une radiation du corps noir, d'accord, parce qu'elle est sujette au même phénomène à l'intérieur du corps, à l'intérieur de l'enceinte, d'accord. Donc, une succession d'absorption et de réflexion. Donc c'est aussi une radiation du corps noir, c'est-à-dire que ce modèle représente les mêmes caractéristiques ou propriétés tant qu'en absorption ou là en émission. Donc vous avez la même chose. Donc absorption, vous avez une lumière ou une onde électromagnétique qui est absorbée à l'intérieur. Donc il y a une succession d'absorption et de réflexion et ainsi de suite. Ben la même chose. Si le corps est porté à une certaine température, il est chauffé, donc il va émettre une onde électromagnétique qui elle-même, à l'intérieur de l'enceinte, va être réfléchie et absorbée consécutivement. D'accord? Donc, quelque part, vous avez les mêmes résultats. Aussi, il faut que le rayonnement émis et absorbé, ainsi que les parois, constituent un système isolé
c'est-à-dire que le tout est en équilibre thermodynamique. Donc il faut que tout, c'est-à-dire le rayonnement émis, absorbé, ainsi que les parois, le tout constitue un système isolé, c'est-à-dire que le tout est en équilibre thermodynamique, je répète. En pratique, ce modèle théorique est incarné, il est incarné dans la réalité par un four maintenu à température constante et isolé sur lequel on perce un petit trou. Donc finalement, ce modèle qu'on avait imaginé, qu'on avait effectué par imagination, la meilleure représentation expérimentale ou réelle de ce modèle, c'est un four, tout simplement, c'est un four, bien sûr, sur lequel, bien sûr, on améliore, dont on améliore les surfaces, et sur lequel on perce un trou, d'accord, tout simplement. Donc par la suite, on passera en revue l'historique des, bon, vous pouvez voir là, votre four. Donc il peut être de différentes formes, comme vous pouvez le voir sur la figure 3. Donc le four, il peut prendre différentes formes, par exemple sphérique ou les célèbres fours que vous connaissez, en forme de cube ou le donc avec des parois parallèles. Donc c'est bon pour cette séance. Donc par la suite, on passera en revue l'historique. Je préfère laisser ça pour un autre cours. Où on passera en revue un enchaînement historique des différentes théories associées à ce modèle, et l'on discutera successivement leurs faiblesses et leurs points forts. Donc tout ce qui est panoplie théorique et calcul, on le laisse pour la séance prochaine. Je ne préfère pas dissocier les différentes parties, et c'est pour ça, bon, ce cours-là était plutôt introductif, où j'ai cité les concepts et quelques définitions de courant noir, et le besoin de cette théorie qui est la physique atomique. Merci. Salam alaikum.